Le match dans le match plonge dans le grand bain aujourd'hui. L'homme que nous recevons est double champion olympique sur 100 mètres nage libre et sur relais 4x100 mètres nage libre. Il a également battu 5 records du monde. Notre invité du jour est monsieur Alain Bernard. Bonjour Alain. Bonjour Pierre. En forme ? Très bien. Moi, peut-être pas la forme olympique, mais ça va très bien. Justement, vous devenez quoi aujourd'hui ? Je deviens beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai pris ma retraite sportive après les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et cette belle médaille d'or en relais. Et aujourd'hui, pour me décrire, je dirais simplement que je suis consultant sportif. Donc, je fais beaucoup de choses autour du sport, autour de la natation. Je développe des outils numériques et je fais des conférences à entreprises et surtout des stages de natation avec des jeunes parce que pour moi, le partage, la transmission, c'est quelque chose qui m'anime. Justement, on parle de natation connectée depuis quelques années. En quoi ça consiste exactement ? Alors, il y a plusieurs façons de développer justement des outils connectés dans le sport et moi plus précisément dans la natation. Je travaille avec une société montpelliéraine qui a une dizaine d'années qui s'appelle Vogoscope et justement dans le but de pouvoir démultiplier les installations de caméras subaquatiques dans les piscines. On voit les images actuellement. Exactement, c'est pour parfaire le mouvement technique des nageurs, plus ou moins confirmé, j'ai envie de dire, parce que ça s'adresse aux sportifs de haut niveau, mais pas que. Et grâce à cette intuitivité, justement, ça permet de revenir en arrière, de faire des arrêts sur image, d'avoir plusieurs plans en même temps. Et c'est un œil supplémentaire, en fait, pour les entraîneurs et les nageuses et les nageurs, de pouvoir se voir nager sous l'eau pour pouvoir parfaire sa technique. Parce que en natation, entre l'intention de réaliser un mouvement et le fait de le voir techniquement comment est-ce qu'on le fait, il y a forcément de la déperdition et c'est une vraie plus-value. Est-ce que tous les nageurs d'aujourd'hui utilisent ces outils ? Non, pas encore. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir, par rapport à ma période, j'ai l'impression de faire un peu vieux jeu avec ça, mais il fallait une caméra, un ordinateur pour mesurer des vitesses, des angles, etc. Aujourd'hui, grâce à des smartphones, on arrive quand même à faire des choses sympas ou des caméras qui vont sous l'eau. Mais là, le système est vraiment dédié, j'ai envie de dire, aux différents usages, mais ça nécessite un long temps de développement parce que la construction, la rénovation d'un centre nautique ou d'une piscine prend beaucoup de temps. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller voir des élus, des collectivités, des gestionnaires de piscines pour leur vendre ce concept de caméra subaquatique. Et on a eu la chance d'être lauréat d'un marché pour le centre aquatique olympique, donc la piscine dans laquelle va se tenir les épreuves de natation artistique, de plongeon et de water polo. Et en guise d'héritage, il y aura ces caméras installées sous l'eau, donc ça va être une belle vitrine pour nous. Hormis ces caméras et tous ces outils, quelles sont les principales évolutions que vous voyez entre la natation de votre période, comme vous le disiez il y a quelques minutes, et celle d'aujourd'hui ? Je pense que à ma période, c'est vrai que le staff autour du nageur est commencé à être assez conséquent. Aujourd'hui, il est vraiment acté, au-delà de l'entraîneur, bien sûr, le préparateur physique, le kiné, l'ostéo, le préparateur mental, les nutritionnistes, en fait, font vraiment partie intégrante d'une équipe aujourd'hui sur un athlète de haut niveau. Et c'est quelque chose qui a mis du temps justement à se pérenniser. Donc ça s'est encore plus professionnalisé dans la démarche, je dirais, la natation, alors qu'on n'est pas un sport professionnel, il faut le reconnaître. Et c'est souvent compliqué, voilà, de mener à bien un projet professionnel ou universitaire et à la fois de faire du sport de très haut niveau. Vous, on le rappelle, vous étiez spécialiste de ce qu'on appelle la distance reine, le 100 mètres nage libre. Récemment à Fukuoka, Maxime Grousset a décroché la médaille de bronze. De quoi peut-il rêver ? Peut-il rêver plus grand pour les Jeux de Paris ? Oui, Maxime, il nous a surpris, non seulement sur le 100 mètres nage libre, et en effet, il fait 3e au championnat du monde, mais il gagne surtout le 100 mètres papillon. Et ça, c'est vraiment une grosse surprise parce que il n'avait pas prévu de faire cette course. Et il s'est qualifié au championnat de France en faisant son meilleur temps. Et puis, en passant le cap des séries demi-finales, finales, il a su se montrer vraiment comme le meilleur nageur du monde et remporter ce titre mondial aux côtés des titres mondiaux de Léon Marchand. Donc voilà, Maxime Grousset, Léon Marchand, ce sont vraiment les deux principales locomotives pour Paris 2024. On n'oublie pas non plus, et loin de là, Florent Manodou qui est toujours dans la course. Et chez les filles aussi, il y a quand même des jeunes filles qui pointent le bout de leur nez. Donc il y a quand même une équipe qui se renouvelle, qui est très ambitieuse, très professionnelle. Et je crois savoir justement, par le biais de mon ancien entraîneur Denis Auguin qui travaille dans le staff de l'équipe de France, qu'il y a aussi une bonne ambiance. Et ça, c'est capital dans le sport de haut niveau d'avoir un collectif qui vit bien ensemble, pas uniquement dans les bassins, mais sur les à côté. Vous parliez de Léon Marchand, est-ce que vous le connaissez à titre personnel ? Oui, j'ai eu la chance de le croiser. Alors j'ai travaillé avec son père aussi, qui était un ancien nageur de haut niveau. Il était cadreur quand je travaillais avec Eurosport. Xavier Marchand, son père qui était vice-champion du monde en 1998.
Et pour la petite anecdote, sa maman nageait avec mes grandes sœurs dans la piscine d'Aubagne où j'ai appris à nager. Donc on est plus ou moins liés, mais en tout cas voilà, énormément de respect, d'admiration pour ce jeune garçon qui a la tête sur les épaules, qui est un gros bosseur et puis qui est dans une dynamique de progression extraordinaire. Donc ça fait énormément de bien à la natation française et au sport français en général. Est-ce que c'est lui la nouvelle star, non pas de la natation française, mais de la natation mondiale? De par le fait qu'il ait battu le record du monde du 400 mètres 4 nages de Michael Phelps, c'est pas anodin. Ils sont liés avec Bob Bowman également. Exactement, son entraîneur à Léon Marchand, c'est également l'ancien entraîneur de Michael Phelps, donc qui voit en lui des qualités que n'avait pas Michael Phelps. Donc en tout cas, Michael Phelps a eu une longévité de sportive extraordinaire et Léon, il s'inscrit dans cette même dynamique. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, vraiment du fond du cœur. On le disait en préambule, vous avez été champion olympique en individuel et en relais. C'est quoi, Alain, la clé pour gravir l'Olympe? Je pense que c'est comme dans beaucoup de domaines, je ne sais pas si c'est vraiment la clé, mais il faut être passionné par ce qu'on fait, il faut être curieux, il faut s'intéresser, il faut s'engager sans compter, voilà, que ce soit un projet professionnel, sportif ou autre. Quand on est porté par cette passion, on est vraiment capable de se surprendre et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de porter auprès pas seulement de la jeune génération, mais dans la société en général. Je fais pas mal de conférences en entreprise avec des managers et des fois je me retrouve devant des ingénieurs du nucléaire. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour arriver et parler de mon parcours devant ces personnes? Et bien voilà, c'est d'essayer de partager les moments compliqués que j'ai eu dans ma carrière, parce que il y en a dans toutes les carrières. Il y a des moments où on travaille dur et on n'est pas récompensé. Mais avec le travail, l'acharnement et l'abnégation que nécessite la natation, je pense qu'on est, voilà, quand on est passionné, tôt ou tard, on est récompensé. Donc c'est ça le maître mot aussi que j'ai envie de porter auprès de ces différentes générations. On va parler de vous un peu plus en détail. Ça a commencé comment, l'histoire entre Alain Bernard et la natation? Alors ça a commencé à l'âge de 4-5 ans dans une piscine de tournesol à Aubagne. Donc c'est là où je suis né. Ah, je vois qu'il y a des photos dossiers en plus. Mais ouais, c'était... mes parents, avec mes deux grandes sœurs, voulaient que l'on soit en sécurité dans l'eau. Et ça fait aussi partie de mon engagement et de ma reconversion aujourd'hui, essayer de trouver des solutions pour apprendre à nager à un maximum d'enfants. Donc apprendre à nager, être à l'aise dans l'eau, et petit à petit, on rencontre ses copains, ses amis, et on fait des compétitions, on part en déplacement. Et ah, sympa cette photo. Vous aviez quel âge là sur cette photo? Ouais, je pense que là, je dois avoir 11-12 ans. C'est un meeting de natation à Clermont-Ferrand, si je me souviens bien. Et j'avais explosé tous mes chronos sur différentes disciplines. Et c'est clair que voilà, quand on est pris dans cette aventure, à faire des heures et des heures de minibus, de bus et de vivre ensemble avec ses collègues, c'est vraiment ça qui m'animait aussi dans mon sport en fait. C'est cette aventure que l'on vit. Et à cet âge-là, vous saviez déjà que vous vouliez être nageur de haut niveau? Non, alors c'était bien loin que ça. Mais alors là, c'est marrant. En plus, j'ai eu la chance de parrainer un meeting emblématique à Salon de Provence. Ça devait être en 2007. Et j'ai retrouvé justement des amis qui étaient nageuses avec moi à cet âge-là. Donc c'est rigolo de voir ces photos, parce que c'est des souvenirs d'enfance, c'est des aventures extraordinaires. Et voilà, ça a été compliqué par moments, par la rigueur des entraînements que cela nécessite, par le doute qui peut s'installer aussi en nous. Mais c'est une aventure extraordinaire qu'on ne peut pas regretter. Quand on parle de natation, on pense à la répétitivité. Parfois, il y a une lassitude qui s'installe quand on est nageur. Exactement, c'est un sport d'endurance avant tout, même si les courses que l'on fait, notamment en sprint, moi je faisais du 50 mètres, 100 mètres nagible, donc c'est des courses qui vont de 20-21 secondes jusqu'à 47-48 secondes. Eh bien, ça nécessite beaucoup de volume d'entraînement. Si je vous donne des chiffres clés, c'est des choses à faire tourner la tête, c'est 12 à 14 km de natation par jour, presque 70 km par semaine, 50 000 km en 15 ans de natation. Donc voilà, ça fait partie de la réalité. Et je pense que tous les nageuses et nageurs de très haut niveau avalent beaucoup de kilomètres et tournent en rond dans les piscines un peu comme un poisson rouge. Mais voilà, ça, si je me souviens bien, ça devait être une médaille sur mon premier titre au championnat de France. Et j'étais assez âgé, hein, je pense que j'avais entre 21 et 22 ans. Donc moi, je suis vraiment arrivé sur le tard, en fait, quand je voyais
pas mal de mes collègues qui avaient 1 an ou 2 ans de moins que moi, qui étaient déjà en équipe de France, et ben moi j'en étais toujours aux portes et je rageais un petit peu intérieurement, mais je me disais qu'avec le travail, un jour je serais récompensé. Quand on pense à vous, on pense évidemment à Pékin 2008, mais quelques mois avant ça, il y a Eindhoven, les championnats d'Europe, où vous écrasez tout, titré sur 100 mètres nage libre, sur 50 mètres nage libre, 3 records du monde à la clé. Vous sentiez que vous étiez intouchable sur ces championnats ? Oui, des moments comme ça, j'ai envie de dire, ce sont des moments d'une extrême finesse et d'un véritable équilibre où j'ai eu l'impression qu'enfin tout ce que je fais depuis 10 ans à ce moment-là, 2 fois par jour, eh bien il y a tout qui s'imbrique vraiment parfaitement et que j'arrive vraiment à maîtriser mon sujet de A à Z. Qui jusqu'à présent, je faisais des 100 mètres nage libre où je passais 2e ou 3e à mi-course et je terminais vraiment dans le dur et je me faisais toujours doubler par les autres à la fin. Et petit à petit, vraiment de 2006 à 2008, quand je suis arrivé au Cercle des nageurs d'Antibes où j'ai suivi mon entraîneur Denis Auguin, j'ai senti que beaucoup de choses étaient plus facile finalement, enfin c'était pas plus facile à l'entraînement, mais c'était plus évident et j'arrivais de mieux en mieux à maîtriser mon sujet. Donc oui, mon entraîneur Denis a eu un rôle fondamental dans cette aventure parce qu'on s'est rencontrés, j'avais 15 ans, il en avait 28, c'était un jeune entraîneur, pas d'expérience internationale et on a su grandir l'un avec l'autre. On a appris à se confier, on a eu beaucoup de désaccords, mais on a appris à mettre des mots sur ces désaccords. Et c'est aussi ce qui fait la force aussi de notre longévité de collaboration, j'ai envie de dire, parce que notre relation, elle est allée au-delà du simple entraîneur-entraîné. On est resté très proches et très amis à la fin de ma carrière, même si pendant la carrière, il y a toujours eu un moment à l'entraînement, sur les compètes, les stages, etc. et nos vies respectives vraiment très, très séparées en fait. C'était une ligne que l'on s'était fixée et c'était très bien ainsi. Mais voilà, c'est quelqu'un d'une grande qualité, très, très, très travailleur, très bosseur et qui a su me montrer ou nous montrer avec les autres nageurs qu'il a eu que la victoire ou la progression du moins, elle arrive que si on est pleinement engagé dans son projet. On sent de l'affection, du respect quand vous parlez de Denis Auguin. On a interviewé Philippe Lucas il y a quelques semaines qui nous disait qu'en natation, peut-être plus qu'ailleurs, la relation entraîneur-athlète était primordiale. Vous nous confirmez ? Oui, parce qu'on passait énormément de temps ensemble. J'ai pas forcément de repères avec les autres sports, mais je sais que la natation est un sport parfois assez ingrat, comme on le disait, très répétitif. C'est 2 fois 2 heures à 2h30 dans l'eau tous les jours, 1 heure, 1h30 de travail de préparation à sec, en musculation, les étirements et autres. Donc on voit beaucoup plus parfois son entraîneur et l'entraîneur voit plus souvent ses athlètes que nos propres familles respectives. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux bien s'entendre, quoi. On a parlé d'Eindhoven. Quelques mois plus tard, il y a Pékin et ce titre olympique. Qu'est-ce que c'est la première chose à laquelle vous pensez quand vous touchez et que vous savez que vous êtes en tête ? C'est vrai que j'ai souvent dit, quand je touche le mur, instantanément, je me dis « Ah, c'est super, je viens de gagner la finale », mais il me faut quelques secondes pour réaliser que c'est une finale olympique. Et une finale olympique, ça se dispute pas tous les 4 matins, donc énormément, bien sûr, de joie, de fierté, de satisfaction et ce bonheur, en fait, qui est, comment dire, que j'envoie et en même temps que je reçois parce que voilà, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui que j'ai fait un aller-retour dans un bassin qui a duré moins de 50 secondes et les gens me félicitent pour ça. Donc c'est justement dans ce moment-là où je me rends compte que le sport est un vecteur universel en fait, qui qu'on soit, d'où que l'on vienne, quand on soutient un champion, une équipe, qu'on regarde un match, un tournoi, une course, on est habité, on a envie pleinement cet instant présent et je suis moi aussi l'un des premiers supporters dès qu'il y a des Françaises ou des Français, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est cette fierté d'appartenance et de pouvoir représenter notre pays et de porter ce plus beau drapeau du monde sur les plus hautes marches des podiums internationaux. C'est une fierté extraordinaire. Donc on a ce devoir aussi, je pense, d'être digne de ces couleurs que l'on porte. Et voilà, c'est des moments qu'on a envie, parmi lesquels on souhaiterait que ça dure une éternité.
Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, il faut penser à l'avenir, à l'après, et sans cesse, quoi. Durant ces Jeux, il y a également le bronze sur 50 mètres nage libre et l'argent sur le relais 4x100. Vous prenez le relais, le dernier relais en tête. Vous êtes doublé à quelques centimètres de l'arrivée par l'Américain. Qu'est-ce que vous sentez? C'est plus de la satisfaction, c'est la première médaille française sur 4x100 de l'histoire, ou de la déception de ne pas aller chercher une deuxième médaille d'or? Il y a vraiment eu une grosse déception sur le moment, parce qu'il faut savoir que chronologiquement, cette médaille d'argent arrive avant ma course individuelle. Donc mes collègues qui me donnent le relais en tête ne peuvent pas concevoir que je touche deuxième, parce que je suis recordman du monde, sauf que mon record du monde a été battu de 2 minutes 30 avant par le nageur australien, et que je nage contre un garçon qui a été béni de tous les dieux, qui a nagé 1 seconde 7 plus vite que son meilleur temps qu'il n'ait jamais fait. Même aujourd'hui, 15 ans après, ça reste le meilleur chrono sur un 100 mètres lancé en relais de l'histoire. Et il a fallu que ça tombe ce jour contre moi dans ce moment-là, donc ça a été extrêmement dur à porter ou à assumer, parce que les garçons ont fait une course extraordinaire. Frédéric Bousquet était en équipe de France depuis les années 2000, donc ça faisait 8 ans, et Fabien et Amaury étaient là dans cette équipe de France depuis 4 ans. Donc ouais, ça a été très dur, mais en tout cas, il était inconcevable pour moi que je me couche ce soir avec ce sentiment de culpabilité. Et justement, en regardant les chronos, je regarde mon chrono, c'est mon meilleur chrono que je n'ai jamais fait, et c'est là-dessus que Denis, mon entraîneur, a joué en fait, en me disant, mais de toute façon, t'as nagé ton meilleur temps, t'es en forme, t'as été battu par quelqu'un qui a été vraiment, vraiment plus rapide. On aurait mis n'importe qui à ta place, il aurait touché deuxième. Donc ça m'a aidé aussi à accuser le coup et à pouvoir rester concentré dans cette semaine olympique où, eh bien, émotionnellement, on est pas mal chahuté, quoi, pendant une semaine. Émotionnellement, et nerveusement, c'est très éprouvant. 4 ans plus tard, les Jeux de Londres et la médaille d'or en relais 4x100. Vous ne participez pas à la finale, mais aux séries. Vous vous sentez comment au moment de la finale? Supporter à fond? Est-ce qu'il y a de la déception? Je pense que je suis le premier supporter. C'est vrai que cette image-là, elle est énorme de sens, parce qu'on vient de toucher deuxième derrière les Américains pour 8 centièmes de seconde. C'est quoi 8 centièmes? C'est une phalange? 8 centièmes de seconde, c'est la moitié d'un index, d'un doigt. Voilà, cette vitesse-là, c'est imperceptible. Donc, ce sont des chronométrages électroniques. On voit d'ailleurs ces plaques en fait de chronométrage qui sont en plastique, et que lorsqu'on appuie, ça crée un contact. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est impartial. Mais 4 ans plus tard, voilà, c'est de venger cette victoire des Américains avec mes collègues du relais, où certes, je suis remplaçant dans le relais 4x100 mètres, je ne nage que les séries, je ne nage pas les finales. Mais comme en 2008, mes 2 autres collègues de l'époque, Boris Temetz, qui s'entraînait avec moi à Antibes, un nageur réunionnais, et Grégory Mallet, n'avaient nagé que les séries, eh bien, ont eu la médaille d'argent. Donc, en effet, le soir, quand Yannick Cagniel il double les Américains et que ces garçons deviennent champions olympiques, eh bien, on est extrêmement fiers, et on se dit, de toute façon, maintenant, je peux m'arrêter. Vraiment, même si ma décision était prise, je n'aurai aucun regret, quoi qu'il arrive, la relève est assurée. Quelques semaines plus tard, justement, il y a la retraite. À 29 ans, ça paraît jeune, mais c'est pas si jeune que ça, finalement, quand on est nageur. Les nageurs ont tendance à arrêter très tôt. Oui, on arrête très tôt, parce que je pense qu'on est aussi usé, et psychologiquement et physiquement, comme je le disais, 50 000 kilomètres pour une voiture et la mécanique, ça demande un peu d'entretien. Donc pour un corps humain, ça nécessite encore plus que ça. Et puis voilà, j'avais dépassé mes rêves et mes ambitions les plus folles. Donc il était temps que je passe à autre chose. Depuis l'arrêt de votre carrière, on vous a vu à plusieurs reprises faire de la prévention pour les enfants, notamment. En quoi c'est important pour vous? Je pense qu'on a vraiment un rôle aussi, comme je le disais, d'ambassadeur, non seulement de notre pays, mais des valeurs que l'on peut véhiculer. Et moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir été plutôt bien éduqué par mes parents, et j'ai envie de faire perdurer ces valeurs qui... Dans la société, les temps que l'on traverse, on est toutes et tous un petit peu malmenés. Donc, dès que l'on peut partager, transmettre, donner des petits conseils et partager un moment avec des personnes qui vont se souvenir de ce moment-là, alors que peut-être pour nous, ça peut paraître anodin, je pense qu'il faut en être digne d'un certain côté. Et parce que la vie, c'est un apprentissage permanent, surtout. Alain, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, les années à venir? Personnellement, de pouvoir rester en bonne santé,
en bonne santé, en bonne forme pour pouvoir faire un petit peu de sport, beaucoup moins de natation qu'avant, parce que quand on est bien dans sa tête et dans son corps, on peut tout faire dans la vie. Donc ça, et puis pouvoir porter encore et toujours les valeurs du sport à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est vrai que les athlètes et nous, anciens athlètes, on va être très sollicités, mais on veut pas marquer le coup que pour 2024. On veut vraiment essayer de changer la donne pour les années, les générations à venir. Et je suis convaincu que le sport, ça peut aider à se découvrir soi-même. J'en suis l'un des nombreux exemples, dont même Teddy Riner, qui est l'un des plus grands champions français. Voilà, le sport peut vraiment changer la vie. Donc, peu importe si on en fait 20 ou 30 minutes par semaine ou par jour ou par demi-journée, c'est important, voilà, d'être en bonne forme, en bonne santé, et on apprend tellement à se connaître soi qu'on a envie aussi de véhiculer ces valeurs du sport autour de nous. Un immense merci, Alain Bernard, d'avoir été l'invité du Match dans le Match. Merci à vous. Vous êtes le bienvenu quand vous le voulez, évidemment, sur le plateau de TV Monaco. Merci à vous, devant votre écran, de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo sur TV Monaco.